Bonjour à toutes et à tous et pardon pour ce léger retard à l'allumage. Décarbonaction, 3e édition. Eiffage Construction vous a proposé, vous en souvenez certainement, une réflexion sur la construction bois, puis la construction modulaire. Aujourd'hui, c'est le réemploi qui va être au cœur de nos préoccupations, le réemploi dans l'acte de construire, phénomène naissant, mais dont on pressent tous qu'il va aller crescendo. Pour évoquer toutes les questions qui se posent autour du réemploi, on a un plateau de choix, puisqu'autour de moi, Emmanuelle Ledoux a accepté notre invitation, directrice générale de l'INEC, l'Institut de l'économie circulaire, think tank autour de l'économie de la ressource en général. Nicolas Volcker, qui est directeur juridique des affaires et affaires institutionnelles au sein d'EGF BTP, le syndicat des entreprises générales de France, qui s'intéresse aux bâtiments et aussi aux travaux publics, on doit le préciser. Marie Massol, qui est à vos côtés, chargée de développement du réemploi national chez Dempsey, qui est une filiale d'Eiffage Génie Civil, qui verse dans la déconstruction au sens large, le désamiantage aussi et d'autres spécialités. Bonjour. Et puis Jean-Christophe Terrier, qui est directeur délégué Eiffage Construction Rhône-Loire, qui est un militant du réemploi au sein d'Eiffage Construction, et son regard évidemment sera précieux. Je vous rappelle que vous aurez la possibilité, que vous avez eu déjà la possibilité de nous adresser des questions. Un chat est ouvert, vous pouvez sur la droite de votre écran en user et en abuser. J'essaierai d'être votre porte-parole autant que faire se peut au fil de cette émission. Une émission dont vous connaissez le principe, précision, concision, des questions rapides et des réponses qui le sont tout autant. On enchaîne tout de suite, si vous le voulez bien, avec le chiffre du jour. Et ce chiffre du jour, il s'affiche, c'est 1%. Emmanuelle Ledoux, c'est vous qui l'avez choisi. Pourquoi 1%? Alors ça paraît absolument fou, mais 1%, c'est la proportion de matériaux de construction qui ont un second usage après leur premier usage, en gros qui ont plus d'une vie. Et je crois que maintenant, on l'a tous compris, on ne peut plus vraiment se permettre de ce luxe. On vit dans un monde qui a des ressources finies. Encore une fois, on l'avait peut-être compris avant, on l'a vécu réellement pendant la crise pandémique. Donc voilà, 1%, c'est presque rien. Et je pense qu'on pourra convenir autour de cette table, mais j'espère beaucoup plus largement, qu'il faut tout faire pour qu'on accélère réellement et rapidement. Alors pour accélérer, on va faire les choses dans l'ordre. On va d'abord poser les bases. Et c'est la séquence Les fondamentaux du réemploi. C'est parti. Alors, pour ces fondamentaux, je vais vous poser un certain nombre de questions et, à tour de rôle, vous essayerez d'y répondre le plus précisément et de façon concise. Première question qui nous est parvenue, parce qu'il y a eu énormément de confusion, réemploi, réutilisation. Qu'est-ce que le réemploi et avec quoi est-ce qu'il est confondu? Qui répond? Emmanuelle. Alors ça c'est une petite spécificité française, c'est-à-dire que partout en Europe, on dit reuse et ça couvre tout. Mais nous, on aime bien se compliquer parfois un petit peu la vie. Et donc, on fait effectivement la différence entre le réemploi et la réutilisation. Donc, le plus simple pour expliquer, c'est de prendre un exemple. Le réemploi, c'est je prends une porte et elle va avoir une seconde vie comme porte directement sans intermédiaire. Alors on verra plus tard, mais évidemment, le plus simple dans ce cas-là, c'est de pouvoir le faire in situ sur des opérations de déconstruction, reconstruction, avec ma porte qui va rester une porte au même endroit. Ça peut être aussi sur d'autres chantiers, mais ça nécessite un peu plus d'organisation. Réutilisation, je reprends ma porte, sauf que là, ma porte, elle part à la poubelle dans une déchetterie. Elle va être remise en usage pour avoir une nouvelle vie. Alors, une nouvelle vie de porte, potentiellement, mais ça peut être aussi une nouvelle vie de table, de chaise. Elle a pu être transformée, ce qui amène un passage par le statut de déchet qui complique évidemment sensiblement les opérations. Mais... Alors, vous avez été nombreux à vouloir savoir si la France était en avance dans cette question du réemploi, comment elle se situait en tout cas par rapport aux autres pays européens essentiellement. Alors, ni excès d'honneur, ni excès d'indignité. C'est toujours difficile de comparer parce que finalement, tout le monde vit plus ou moins sur le régime de la responsabilité élargie du producteur, mais nous, on a cette spécialité de travailler avec des éco-organismes et donc un mode de construction qui ne permet pas toujours de bien comparer. Moi, ce que je note, et qui est peut-être une constante, même d'ailleurs au-delà de l'Europe, et petite anecdote d'ailleurs de quand j'ai pris mes fonctions il y a 4 ans, c'est qu'au départ, j'étais assez impressionnée par ce qui se faisait en matière de réemploi, parce que montrer des projets qui étaient vraiment
magnifique. Je me disais, on avance bien, et puis au niveau européen aussi. Puis première, deuxième, troisième réunion, 1 an, 2 ans passant, je me suis rendu compte qu'on me montrait éternellement les mêmes projets. Et ce qu'on retrouve sans doute un peu partout, c'est qu'il y a les opérations très circulaires du réemploi, on fait tout bien, on coche toutes les cases, et puis le reste qui se passe un peu comme d'habitude, ce qui nous renvoie d'ailleurs au chiffre de 1%. Vous êtes en train de dire qu'il y a pas mal de vitrines, mais que quand on entre dans le magasin, pour l'instant, les rayons ne sont pas très garnis. Exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est que les expérimentations, elles marchent. Donc il n'y a pas de raison de ne pas être en capacité de passer à l'échelle parce qu'on sait faire. Maintenant, il faut qu'on apprenne à faire de façon plus large. Oui. Question suivante. Existe-t-il une loi qui encadre le réemploi? Nicolas. Alors, nous avons bien un cadre juridique du réemploi en France. Le Code de l'environnement, alors comme expliqué, nous a fait bien une distinction entre le réemploi et la réutilisation, qui sont deux définitions un petit peu en miroir. Sur le réemploi, en fait, on a 2 caractéristiques importantes. Il ne passe pas par le statut de déchet. Et par contre, l'usage doit être identique à l'usage d'origine. Alors que côté réutilisation, c'est l'inverse. On doit malheureusement passer par le statut de déchet, mais l'usage derrière est libre. On note aussi que la REP dite bâtiment, qu'on a aussi un petit peu mentionné, fixe en fait des objectifs en termes de réemploi pour les éco-organismes, 2% à l'horizon 2024 et 4% à l'horizon 2027. Mais pas de sanctions si on n'y arrive pas. On est très fort. En tout cas, je suis sûr qu'on va y arriver en fait au niveau Oui, ça. Je suis très positif en tout cas sur l'atteinte des objectifs. J'essaie d'être optimiste. Positif, mais on ne tombe pas dans la langue de bois, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Existe-t-il des aides pour favoriser le recours au réemploi? Alors, je vais peut-être juste commencer parce que pour moi, l'aide principale en fait qui est accordée au réemploi, c'est justement le fait qu'il ne passe pas par le statut de déchet. Le statut de déchet, c'est très compliqué à gérer, c'est une responsabilité spécifique, c'est des obligations de caractérisation, de traçabilité. Le réemploi, lui, n'a pas besoin de passer par ces étapes-là. Alors, cette question a été posée par Marc de Schiltigen, en Alsace, je crois. Je pense qu'il faisait allusion à des aides sonnantes et trébuchantes. Est-ce qu'il en existe aujourd'hui ou pas? Ce qu'on commence à voir, si je peux prendre la parole, peut-être c'est des aides sur le territoire à l'amorçage d'expérimentation ou même des aides, on va parler de subventions, qui peuvent être soit versées par des métropoles ou des régions, finalement pour encourager la création d'ateliers. Donc le changement d'échelle dont parlait Emmanuel, effectivement, on peut aller chercher des aides sonnantes et trébuchantes pour amorcer et faire un pas supplémentaire pour favoriser le recours au réemploi. Des aides locales donc? En tout cas, la connaissance que j'en ai sont plutôt locales. Après, je rejoins Nicolas. Finalement, on fait aussi des économies en n'ayant pas les coûts de traitement de déchets. On répond, on le verra plus tard, puisque il y a un crédit carbone. Enfin, il n'y a pas de carbone attaché au réemploi. Donc, il y a des incitations. Puis après, des initiatives plus larges. Il y a bien évidemment tout le travail de l'INEC, mais il y a aussi le booster du réemploi. Enfin voilà, il y a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place pour favoriser le recours au réemploi. Quelles sont les normes professionnelles et les documents techniques pour la mise en œuvre du réemploi? Est-ce qu'il y en a? Alors, je pense que la vraie question qu'on doit poser, c'est en a-t-on besoin, en fait, réellement? Quand j'utilise un produit du réemploi, c'est un produit qui a été vérifié, donc soit quelque part son intégrité a été vérifiée, soit il a les qualités du neuf, soit il a une mise à niveau. Une brique de réemploi, c'est d'abord une brique. En plus, en France, on a déjà un corpus de règles professionnelles assez robuste. Je pense notamment au niveau côté produit, on a tout ce qui concerne la norme NF, les règles de conception, les processus de reconditionnement. Pour la pose et la repose, on a les DTU. Donc en fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que plutôt passer par une simple mise à jour quand on en a besoin pour par exemple, je pense à la dépose en vue d'un appareil sanitaire en vue du réemploi, peut-être qu'on a besoin d'une mise à jour de nos règles professionnelles existantes, mais je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller au-delà. Sachant qu'on a 2 familles, je pense, quand on pense réemploi, je pense qu'il faut bien distinguer 2 familles. En fait, on a des produits qui sont simples à réemployer, généralement qu'on va dire, par exemple, qui ne touchent pas à la garantie décennale, et l'autre, en fait, des produits qui sont un peu plus complexes, qui nécessiteront peut-être un peu plus d'attention. Mais dans l'immense majorité, on est déjà, j'imagine, bien couvert. Alors, le maire de Craponne, à côté de Lyon, à l'ouest de Lyon, est avec nous et nous adresse cette question. Jean-Louis Magoutier, le réemploi est-il garanti? Les produits démontés et réutilisés peuvent-ils être modifiés et avec une garantie ou pas? Qui peut répondre à ça? Alors, on est encore sur les sujets purs, très proches juridiques, donc je vais juste reprendre peut-être un petit peu la parole. En fait, le point principal, c'est ce qui touche à la garantie décennale. Et un projet issu du réemploi doit répondre à la garantie décennale au même titre que les produits neufs. Ce qui pose des questions, évidemment, au monde de l'assurance, qui a émis des recommandations
alors qu'on peut peut-être aujourd'hui trouver un peu restrictif dans une volonté de développer le réemploi. Donc des acteurs motivés, en fait, ont commencé déjà à se réunir. Alors je pense notamment au projet Spirou, qui, comme le comparse de Fantasio, si vous recherchez, exactement, qui est piloté par 4 partenaires, le CSTB, Caliconsult, Mobus et le booster de réemploi qu'on avait déjà mentionné. L'idée, c'est de produire des guides méthodologiques sur 10 familles de produits qui ont été identifiés, avec l'objectif, justement, de lever ces freins qu'on peut avoir au niveau notamment assurantiel. Donc rassurer les assureurs. C'est ça. C'est quand même compliqué tout ça. Le réemploi participe-t-il à la préservation des matières premières? Oui ou non? Alors, absolument vrai. Le réemploi, les déchets du BTP en France, c'est plus de 2 tiers des déchets de façon générale. Alors forcément, on a côté déchets et on a aussi le corollaire en matière d'extraction. Et là, bon, à risque de me répéter, continuer à extraire comme on le fait depuis des décennies, on ne peut juste plus le faire. Donc de toute façon, être sur des logiques de réemploi, mais même au fond de réutilisation, même si on a bien vu que le réemploi était mieux techniquement parce que éviter ce passage par le statut de déchet, c'est une obligation si on veut rester dans le cadre des limites planétaires. Et j'irais même un peu au-delà. Ce qui est intéressant dans le réemploi, c'est que fondamentalement, on va avoir une vision de la ressource qui est très différente. On ne consomme pas la ressource, on investit dans la ressource. Je reviens sur ma porte. Je ne vais pas prendre la même porte si ma porte, dans ma tête, elle va vivre 10 ans ou si elle va vivre 150 ans. Donc dès lors qu'on imagine plusieurs vies pour des produits, on va traiter la ressource de façon infiniment différente. Donc déjà, il y a cette idée que de mieux gérer les matériaux de construction et d'avoir une logique de réemploi, ça permet de faire durer, mais à terme, ça va avoir aussi un impact, pas seulement sur l'aval, mais aussi sur l'amont, en améliorant la qualité du gisement et en montant en gamme au niveau qualitatif, et ça aussi, c'est essentiel. Une question qui nous vient de Marseille, François Lebars, qui veut savoir si le réemploi permet de répondre aux exigences de la RE 2020. Alors, je vais répondre assez rapidement, en fait, et brièvement, en fait, le oui. Et pourquoi? En fait, la RE 2020 en fait, pose un principe d'indicateur carbone avec des seuils de plus en plus ambitieux en 2025, 2028 et 2031. Le réemploi est très valorisé par la réglementation. En fait, dans la méthode de calcul, on va considérer que les produits issus de réemploi ont un poids carbone nul. Donc on imagine bien les conséquences. Merci beaucoup pour ces précisions. Léa Bouchard à Bordeaux, quel est le bilan carbone du réemploi? Est-ce qu'il est bon ou pas? Alors, ça vient d'être dit. Oui, il est très bon, vu qu'il y a un bilan carbone nul sur certains produits de réemploi. Moi, j'ai envie d'aller au-delà. C'est la question, quelle est la place du réemploi dans le bilan carbone de notre pays? Moi, au sein de mon association, mon think tank, on a été amené à travailler sur les liens entre décarbonation et économie circulaire. Et quand on travaille sur les questions spécifiques de déconstruction, on voit bien qu'il faut mettre en œuvre tout ce qui est possible en matière d'économie circulaire, si on veut être en capacité, alors déjà, afin de continuer à faire vivre nos modèles économiques, mais plus largement de répondre à nos engagements en matière de décarbonation. Donc si on veut être dans la stratégie nationale bas carbone, si on veut être dans la bonne réponse aux accords de Paris, forcément, il faut encore une fois largement accélérer et laisser derrière nous ce 1% de la honte pour accélérer de façon très très large et être en capacité de généraliser, sinon il n'y aura pas de décarbonation possible. Clairement, il y a une phrase qui résume ça, c'est que les mines de demain, là où on va aller puiser la matière, les minerais, sont les villes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, on va utiliser la ville telle qu'elle est, les bâtiments tels qu'ils sont, pour la reconstruire sur elle-même et utiliser les gisements que nous avons et arrêter d'aller chercher des matériaux à l'autre bout de la planète. On ne pourra pas tout faire quand même en réemployant. Il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Mais beaucoup de choses sont faisables. On a débroussaillé le terrain de façon imparfaite et rapide, évidemment. Vous l'imaginez bien, on effleure le sujet en 45 minutes, mais quand même, on va aller un petit peu plus sur le terrain. On va voir le réemploi au quotidien, si vous voulez bien. Alors, même méthode, des questions rapides et des réponses qui le sont tout autant. Quelques-unes nous sont déjà parvenues. Certains voulaient savoir notamment s'il existait, lorsqu'on voulait s'engager dans une démarche de réemploi, s'il existait une méthodologie particulière. Marie Massol. Alors oui, bien sûr, il existe une méthodologie. Je la synthétiserai en 2 étapes. En fait, tout simplement, on va utiliser le diagnostic PEMD,
qui est en fait un diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets, qui, en fait, c'est un inventaire de tout ce qu'il y a dans notre bâtiment. Et on le met en parallèle avec les objectifs du marché, donc ce que nous demande notre client. Et la deuxième étape, c'est tout simplement, qui est assez complexe, réaliser un plan d'action. Donc faire notre sélection de matériaux, y mettre des quantités en face, savoir où se trouvent les matériaux dans le bâtiment, et également, du coup, trouver les débouchés, donc les preneurs de ces matériaux. Est-ce qu'on se pose aussi dans cette méthodologie la question de la traçabilité des matériaux réemployés? Oui, bien sûr, la traçabilité fait partie du processus. Donc, en fait, on utilise le même format que les bordereaux de suivi de déchets et on fait signer le repreneur. Est-ce qu'on peut dire que les entreprises de démolition ont changé de métier? Alors je dirais qu'elles ont juste intégré une étape de plus, qui est l'anticipation et la planification. On vient juste en fait amener cette étape pour pouvoir avoir le temps de chercher du coup les nouveaux preneurs et pouvoir avoir le temps de déconstruire proprement, parce que c'est beaucoup plus long. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va falloir former le personnel de ces entreprises de déconstruction traditionnelles qui aujourd'hui doivent intégrer le réemploi dans leur activité? Exactement, il y a de nouvelles formations, notamment les formations TVRB, techniciens valoristes du réemploi du bâtiment, qui permettent vraiment de donner un modèle précis de comment déposer chaque matériau et comment également les conditionner. Et qui sont dispensés dans quel cadre? Alors, il existe plusieurs types de formations. Je ne les connais pas par cœur, mais on pourra donner les précisions. Donc, c'est facilement. Est-ce que chez DMC, vous avez mis en œuvre ce... Pas encore, mais on va sûrement bientôt le faire. Le réemploi est-il systématiquement présent dans le cahier des charges des appels d'offres, j'imagine? La question n'était pas terminée. Alors, la réponse est non, mais alors déjà Marie l'a souligné, il y a maintenant l'obligation légale du diagnostic en phase de déconstruction ou de curage, donc il y a cette obligation-là. Par contre, il n'y a pas encore à l'échelle nationale d'obligation de faire appel au réemploi dans les cahiers des charges. Je vais nuancer pourquoi, parce qu'on voit dans plus en plus d'appels d'offres des critères de réemploi ou de recours au réemploi à 1 ou 2%. Donc ça peut être soit l'initiative du maître d'ouvrage, ça peut être aussi une charte sur la métropole de Lyon. Il y a la charte de l'habitat durable qui impose effectivement un certain pourcentage de réemploi. Et puis enfin, on voit aussi des entreprises, des investisseurs qui considèrent que d'avoir une certaine partie du projet traité avec du réemploi qui augmente la valeur du bien. Donc voilà, il y a finalement plusieurs vecteurs pour favoriser le recours au réemploi. Clairement sur des projets d'immeubles de bureaux tertiaires à Paris et en province également, dans les lieux de vie communs, dans les cafétérias, dans les salles de réunion, finalement d'intégrer le réemploi dans le projet, il est considéré que ça va améliorer la qualité de vie au travail, le bien-être, etc. Puis ça améliore aussi l'image de l'entreprise ou de l'investisseur qui consacre du temps et de l'énergie au réemploi. Jean-Marc C, je ne saurais pas quel est son nom, je ne peux pas le dire, mais c'est Jean-Marc C à Montpellier qui nous dit: existe-t-il des labels qui qualifient le réemploi? Alors, pardonnez-moi peut-être si je ne suis pas parfaitement exhaustive, mais en tout cas j'en connais deux. Et il y a le label Circolab, qui était le premier label de qualification du réemploi. Circolab, c'est une association qui rassemble l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction, promoteurs, assureurs, constructeurs, etc., qui ont fait un travail assez fin de construction d'un label. Et alors il y a un autre label aussi sur lequel j'ai eu le plaisir avec l'ensemble de mon équipe de travailler, qui est un label qui est fait par le CEREMA, le label 2EC, qui est plus large, qui est un label autour de l'économie circulaire, mais qui est assez intéressant en termes de matériaux économie circulaire. Donc voilà, dans les deux cas, c'est très bien expliqué sur leur site, il y a des brochures, etc., que je vous invite vraiment à les consulter. C'est privés qui décernent ces labels, on est d'accord? Alors, Circolab, c'est une association privée, le CEREMA, c'est une agence d'État, donc c'est public. Mais... Est-ce que le réemploi transforme la façon de déconstruire? Alors là, on a un peu pas loin de la première question que je vous ai posée pour le travail des entreprises de démolition, mais quand même. Oui, je pense que c'est important aussi de repréciser qu'on réinvente rien non plus dans les méthodologies. En fait, c'est quelque chose qui a toujours été fait, le réemploi dans la déconstruction. C'était fait de manière beaucoup plus massive, en fait, avant la mondialisation, notamment sur les matériaux anciens, tout simplement. Quand on a des pierres anciennes de qualité avec une haute valeur patrimoniale, on va les déconstruire proprement. C'est la même chose pour les tuiles, c'est la même chose pour la ferronnerie. Enfin, ça a toujours été fait, mais on y revient.
Question suivante. Est-ce que le réemploi... alors, attendez, c'est François qui nous pose cette question. Reconditionnement, stockage, vente, 3 petits points. La filière est-elle organisée ? Ouais. Bah justement, vous venez de dire ces 3 activités. Il manque des acteurs sur ces 3 activités, sur le reconditionnement, le stockage, etc. Et c'est vraiment des maillons manquants dans cette chaîne de l'économie circulaire. C'est un frein important pour le développement de la filière. Aujourd'hui, oui, c'est un frein. Il existe des acteurs qui commencent à se lancer, mais il faudrait que ça couvre tout le territoire. Ça veut dire que lorsqu'on est dans une perspective de réemployer des objets, on n'a plus d'interlocuteurs aujourd'hui ou quand même ? Bah, du coup, en fait, soit c'est le déconstructeur qui va devoir monter en compétence sur cette partie reconditionnement, etc. S'il ne trouve pas les acteurs en local proche de chez lui, mais on a un bon exemple. Il y a beaucoup d'initiatives sur le territoire, donc c'est pas encore une filière organisée, mais on le voit. Alors moi, je parlais d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais que ce soit à Grenoble, à Lyon, il y a des structures, Mineka, Bobby, il y a Made in Pass, il y a Cycle Up. Finalement, il y a plein d'initiatives qui sont en train d'émerger. C'est un peu comme quand on a vu apparaître les premières épiceries bio et vrac. Finalement, c'est parti de petites initiatives, et en fait, toute la filière devrait se structurer autour de ces acteurs. En attendant aussi, on l'évoquait, que des grands groupes qui fabriquent par exemple de l'isolant ou des produits verriers se saisissent du sujet. En tout cas, voilà, c'est en train de bouger, ça frémit. Oui, pour l'instant, vous êtes en train de nous dire quand même que les grands groupes qui jouent généralement un rôle moteur dans les innovations ne sont pas forcément tous au rendez-vous. L'investissement massif qu'on pourrait être en droit d'attendre sur ces sujets-là face aux enjeux n'existe pas encore. Y a-t-il une démarche partenariale entre maîtres d'ouvrage et constructeurs ? Alors clairement, moi, je considère que le réemploi, finalement, c'est aussi beaucoup une question de logistique. Finalement, les équipes de DMCI vont déposer, on va identifier un gisement, et en attendant qu'il soit revendu, il faut le stocker, il faut le remettre en état, le reconditionner, finalement le préparer à la vente. Et en fait, il y a une façon, je pense, de collaborer. Je pense qu'on peut appeler de nos voeux des collaborations vertueuses entre les maîtres d'ouvrage, je dirais aussi les grands comptes comme les bailleurs sociaux ou pourquoi pas la SNCF ou les lycées qui ont des patrimoines fantastiques et qui finalement seront eux-mêmes dans leur programme de réhabilitation ou de restructuration ou de modernisation les premiers consommateurs du réemploi. Donc on peut vraiment appeler de nos voeux une collaboration vertueuse, une nouvelle façon de travailler ensemble pour que ceux qui ont la matière finalement la mettent à disposition et s'engagent donc des ateliers de reconditionnement et s'engagent à les réutiliser derrière, ce qui va fluidifier ou rendre le marché plus liquide et éviter ces gigantesques hangars où on pourrait stocker des matériaux en attendant un éventuel repreneur. Donc oui, je pense qu'il y a un nouveau mode de collaboration à imaginer entre les différents acteurs de la filière. Alors, tout ça doit dépendre quand même de la culture des uns et des autres qui doit par moments se rapprocher pour qu'on parle de la même chose, qu'on ait les mêmes envies. Et il y a une question précisément qui touche à la culture, c'est on ne gagnera la bataille du réemploi que si on arrive à lever les freins culturels autour du réemploi. Est-ce qu'il existe des freins culturels et lesquels ? 1% de réemploi dans les matériaux de construction, très clairement tous les freins qui existent existent, donc y compris le frein culturel. Je pense qu'on le rencontre surtout en matière de construction neuve, où en fait ce qu'on veut, l'habitude, c'est de se dire je vais avoir les mêmes éviers, les mêmes portes, les mêmes radiateurs, la même moquette. Et ce qu'on voit bien quand on parle de réemploi, mais de façon générale quand on parle d'économie circulaire d'ailleurs, c'est que là on est dépendant de la ressource qui existe déjà. Donc il va falloir accepter une proposition de valeur qui est peut-être pas dégradée, peut-être pas le bon terme, mais en tout cas différente. C'est-à-dire qu'il va falloir adapter notre façon de construire pour mettre ça dans un cadre existant. Peut-être un autre frein culturel que je trouve intéressant, c'est qu'on a toujours aussi cette idée que la seconde main, ça doit être moins cher, quelle que soit la seconde main. Et là, fondamentalement, et ça a été dit, des constructions, c'est quand même du travail qui fait intervenir beaucoup de main-d'œuvre, qui a un coût, ce qui fait que mon matériau en réemploi, potentiellement, et en général, alors, il y a des cas, il sera au même prix que le neuf. Donc, ce qui peut poser la question de l'intérêt. Donc, il y a vraiment un changement d'état d'esprit à avoir. Et puis, alors, à part la loi, parce que c'est dur de convaincre les gens entre deux choses qui sont l'une neuve, l'autre réemployée. Laquelle tu choisis ? Je choisis plutôt la neuve au même prix.
Rapidement, il va y avoir une forme de pragmatisme aussi, c'est qu'il va falloir choisir ce qui est disponible. Et là, c'est le réemploi, la réutilisation, tous ces travaux-là, et c'est quelque chose qui nous permet de sécuriser nos approvisionnements. Puis on va finir par comprendre aussi, par exemple, on sait que sur des questions de réemploi, on va avoir des problèmes sur les toilettes et les moquettes. Moi, je sais pas vous, mais quand je loue un appartement, la première chose que je me dis, c'est pas, oh là là, je vais changer les toilettes, ils ont déjà été utilisés. Donc, en fait, on se rend compte qu'on va avoir des freins pour de la construction neuve qu'on n'a absolument pas à d'autres moments de notre vie. Donc là encore, il faut être sur une logique d'investissement, de se dire qu'on travaille sur la durée, que extraire de la matière, extraire de la ressource, c'est quelque chose qui est important et que cette ressource, cette matière, il faut la faire durer un maximum. C'est une question de culture. Dernière question avant de se livrer à un exercice assez rigolo, vous allez voir. Question, une opération avec du réemploi est-elle économiquement viable ? Alors je vais peut-être juste me permettre de rebondir là-dessus. Là, on parlait d'économiquement viable. Je pense que la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on sera en capacité de sortir une opération sans utilisation du réemploi d'ici quelques années ? La pression réglementaire que nous avons, la question des ressources nous pose la question. C'est-à-dire qu'avant même de l'économiquement, je pense qu'il y a une question de est-ce qu'on sera en capacité de le faire sans ? Mais économiquement, aujourd'hui, est-ce que une opération menée tenant compte du réemploi peut être équilibrée économiquement ? Alors, la filière étant oui, et je vais nuancer un petit peu. Nous, on travaille sur un projet d'atelier de reconditionnement de matériaux où on a choisi 4 familles de produits, des chemins de câbles, des cuvettes de toilette, des lavabos, des bacs de douche. Aujourd'hui, avec nos études préliminaires et un atelier test qui existe d'ores et déjà à Noisy-le-Sec en Ile-de-France, on arrive à remettre les produits sur le marché au même prix que le neuf. Après, moi, je suis allé visiter l'atelier Noisy-le-Sec il y a 3 semaines. Honnêtement, les matériaux que vous voyez, vous ne pouvez pas les distinguer du neuf. Ah oui. Vous pouvez pas les distinguer du neuf. C'est prosaïque, hein, c'est de la porcelaine. Et la porcelaine, une fois qu'elle a été nettoyée, reconditionnée, etc., vous ne faites pas la différence. Après, peut-être une petite nuance, parce que finalement, quand vous arrivez dans un appartement neuf, qu'est-ce que vous voyez ? La peinture, la moquette, les appareils d'éclairage, etc. Il y a tout ce que vous ne voyez pas. Les chemins de câbles, les mains courantes dans les escaliers, les éclairages dans le parking. Est-ce que c'est si grave que ça s'ils sont en réemploi ? Finalement, il y a des centaines de références de produits qui ne font pas la différence ou qui ne sont pas différenciants dans la perception de la qualité du bien, donc, je dirais. À ce jour, vous répondez que globalement, le réemploi peut permettre à une opération d'être équilibrée malgré tout. Moi, je le pense parce qu'il y a un pivot culturel. En fait, aujourd'hui, on voit des opérations encore où on a ce qu'on appelle des planchers de transfert entre le sous-sol et les niveaux supérieurs. On pourrait peut-être travailler différemment la structure, économiser de la matière, du béton qui reste quand même relativement fortement carboné, et cet argent le mettre dans le réemploi. Finalement, c'est de réinterroger notre chaîne de valeur. C'est sûr que si on prend un projet tel qu'il est aujourd'hui, et on se dit on fait exactement le même avec du réemploi, il y aura un surcoût. Il faut donc anticiper. Et en fait, cette transformation, elle est culturelle. Des questions très rapides. Est-ce qu'un office public à l'habitat a le droit de vendre des matériaux de réemploi ? Est-ce qu'on sait ça ou pas ? Je pense que je comprends la question. Finalement, un office public ou un bailleur social qui va avoir, on parlait de cuvettes de toilette, de bacs de douche, etc. Est-ce qu'il peut les vendre pour les remettre, pour permettre de remettre sur le marché ? On en parlait, c'était avec moi Nicolas qu'on en parlait. Réponse rapide. C'était la question du don. Du don. Ah voilà, il n'a pas le droit de donner. Il n'a pas le droit de donner à une filière de l'ESS si la filière de l'ESS derrière revend. Enfin, voilà, il y a encore. Alors, il faudrait qu'on prenne plus le temps. Presque, il faudrait une émission spécifique là-dessus. On verra ce qu'il a posé et vous vous engagez à y répondre. Oui, mais je vois pas pourquoi il pourrait pas vendre. Après, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'acheteurs. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est plutôt quand même dans des logiques de dons dans les matériaux. Il faut vérifier tout ça en tout cas. Autre question, y a-t-il une filière organisée pour la récupération des matériaux de toiture type ardoise ? Oui, il y a une filière. Alors il manque des acteurs, mais dans certaines régions, il y a déjà des acteurs qu'on appelle les acteurs de matériaux anciens. En fait, ils récupèrent globalement et dans les matériaux qu'ils récupèrent, il y a par exemple les ardoises. Effectivement, vous pouvez aller sur le site Opalis, en fait, qui référence tous les acteurs du réemploi. Opalis. On passe à une séquence suivante. Je vais vous proposer des matériaux, des noms de matériaux, et vous allez me dire si on peut les réutiliser ou les réemployer, ou les deux. C'est parti.
Alors, je réutilise ou je réemploie des WC, on en a parlé. Des WC, donc du coup, oui, on réemploie. Maintenant, on connaît la chaîne de reconditionnement, on est en plein test, donc c'est facile à réemployer. On le nettoie et on le teste, et ça peut être réemployé. Et on s'est rentré dans le circuit assurantiel équivalent à celui du neuf. Je pense que c'est important de le souligner. Ces matériaux qu'on a reconditionnés, il y a un process derrière qui permet d'avoir les mêmes garanties en termes d'assurance que du neuf. Donc finalement, ça a la même tête que le neuf et ça a les mêmes garanties que le neuf. Des chemins de câbles auxquels vous faisiez référence tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? J'utilise ou je réemploie? On réemploie, c'est facile. En fait, les matériaux, effectivement, comme Christophe le disait tout à l'heure, les matériaux qu'on ne voit pas, c'est les plus simples aujourd'hui à réemployer parce qu'il n'y a pas cette barrière psychologique. Donc, c'est très facile. On a évoqué tout à l'heure les portes et les fenêtres. J'utilise ou je réemploie, ou les deux? Alors là, ça va être plutôt du réemploi, surtout sur le marché des particuliers, parce qu'aujourd'hui, en fait, les normes changent tous les 5 ans sur les portes et les fenêtres. Donc voilà, c'est essentiellement le marché du particulier, sinon du coup, c'est du recyclage dans les... Jacques nous parle des blocs autonomes d'éclairage de sécurité. Je dois à la vérité de confesser que je ne sais pas de quoi il s'agit. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité, Kezako. Alors, c'est les petites boîtes rectangulaires que vous voyez en ça. haut des portes de secours, effectivement. Donc ça, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont verts. Ou je réemploie? Alors, c'est possible de les réemployer. L'entreprise Legrand a aussi lancé toute une chaîne pour retester ces matériaux et puis les revendre d'occasion. Oui, là, j'imagine qu'en termes de sécurité, il faut à tout prix des garanties. Les moquettes. Alors, les moquettes sont réemployées quand elles sont de couleur standard. Donc là, encore une barrière psychologique et aussi les tendances de mode qu'il va falloir peut-être revoir. Mais donc, du coup, réemploi facile sur les moquettes grises, noires, bleues. Et le reste, malheureusement, ça va être plus complexe. Donc, ça va partir au recyclage. Les planchers, j'imagine les faux planchers, c'est ça? Oui, c'est ça. Les planchers techniques, c'est un peu le premier matériau phare du réemploi sur lequel Mobius a vraiment entamé le chemin du réemploi et a ouvert un petit peu a levé un peu tous les freins. Donc, c'est facile à réemployer. Alors, tout à l'heure, il y avait les blocs autonomes, mais les interrupteurs aussi. On peut les réemployer. Effectivement, c'est plus simple sur le marché des particuliers. Mmh. Les parquets, ça, j'imagine qu'on peut les réemployer. Oui, ça se réemploie bien, ouais. Jean-Christophe, oui, le parquet, c'est un bon produit pour le réemploi. Il faut juste avoir un bon poseur pour avoir un résultat satisfaisant, mais c'est un produit traditionnel et avec un bon poseur, ça se fait sans aucune difficulté. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est de faire le lien vraiment entre la déconstruction et la construction et que, du coup, ce poseur vienne déconstruire ou transmettre ses savoir-faire pour ensuite reposer comme il a l'habitude de le faire. Les panneaux OSB, qu'est-ce qu'on en fait? Utilisation ou réemploi? Alors, les panneaux OSB, on a eu pas mal d'exemples sur des chantiers, c'est plutôt de la réutilisation. Alors, on peut les réemployer pour protéger le chantier, fermer le chantier, etc., notamment pour tout ce qui est question de luminosité. Mais sinon, c'est de la réutilisation. Il y a des designers qui refont du mobilier, donc des tables, des chaises, avec ces panneaux OSB. Encore deux exemples. Les faux plafonds, qu'est-ce qu'on en fait? Réutilisation, réemploi? Alors, les faux plafonds, on peut les réemployer. On les réemploie, ça se réemploie. Juste, il faut savoir que il y aura peut-être de temps en temps des petites traces, parce qu'en fait, quand on les dépose, même avec des gants, on va voir de temps en temps des traces de doigts. Mais on peut en faire autre chose, non? Ouais. Ça peut être utilisé. On a vu des exemples où finalement ils étaient joliment réorganisés pour faire des panneaux de correction acoustique, améliorer le confort acoustique dans des lieux de travail, etc. Donc il y a des réutilisations possibles. J'avais vu des faux plafonds métalliques aussi qui étaient transformés en rack à vélo. Donc finalement, c'est l'imagination qui doit être au pouvoir. Voilà, avec un peu d'imagination, on peut faire beaucoup de choses. Et Bobby Réemploi aussi sur Lyon a réutilisé du coup les faux plafonds pour du remplissage de cloisons. Donc on peut aller visiter ce showroom. Vous avez cité quelle entreprise? Bobby Réemploi. Les radiateurs, ce sera un dernier exemple. Alors les radiateurs fonte sur pied, oui, c'est même très recherché par les revendeurs de matériaux anciens. Mais les grille-pains, ça, il n'y en a pas. On ne prend pas ça. Je dirais que c'est un produit de très faible valeur ajoutée et malheureusement, il faudra passer par d'autres filières que le réemploi. Et puis ça ne correspond plus à nos normes de production d'énergie. Voilà, c'est un très mauvais rendement énergétique et avec un produit de faible valeur ajoutée. Malheureusement, je suis très inquiet pour les radiateurs dits grille-pain. On a vu les fondamentaux, on a vu le réemploi au quotidien, on a eu des exemples très concrets de réemploi ou de réutilisation. On va se poser finalement, pour cheminer vers la
fin de notre rendez-vous, sur la question suivante. Comment accélérer? Est-ce que le réemploi va rester à l'étage de la mode ou alors va devenir quelque chose qui ressemblerait plus à une vague de fond? C'est parti. Alors, Nicolas. Oui, alors je pense, en fait, honnêtement, le réemploi ne peut pas se permettre de rester un effet de mode. Il faut être très très clair aujourd'hui dans un monde fini, dans nos contraintes. En tout cas, donc il faut justement qu'on arrive à fluidifier, voire circulariser nos process constructifs. L'idée, de mon point de vue, c'est d'éviter de rajouter de la complexité administrative à de la complexité opérationnelle, voire psychologique qu'on a pu voir avant. Donc, n'ajoutons pas de normes aux normes, c'est votre message. Par exemple, Jean-Christophe, pour accélérer. Pour accélérer, on en parle, on collabore. C'est mon message. C'est tout. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Marie, quel est le... Alors pour accélérer, on forme et on se fixe des objectifs à très court terme, pour avoir vraiment des opérations pilotes et y aller. On se met en marche. Exactement. On n'arrête pas de parler comme on teste, dit, mais on fait. Et Emmanuel? Alors moi, c'est un peu dans la continuité. Oui, on répond à l'urgence, mais on anticipe. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est quand on répond à l'urgence, parfois on répond de façon assez dégradée parce qu'on n'a pas d'autre choix. Donc des ambitions urgentes parce qu'il faut accélérer très vite, mais planifier, connaître les besoins en ressources de la construction, avoir une vraie vision de la disponibilité des matériaux et être en capacité de travailler à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour mettre en place les chaînes de valeur qui seront nécessaires. Avec un énorme travail de pédagogie, parce qu'on a vu que cette... Et de modélisation. Parce qu'on a vu que cette culture du réemploi, pour l'instant, elle n'était pas encore ancrée, ça n'est pas encore la chose la mieux partagée dans l'univers du bâtiment, dans l'univers tout court des acheteurs, des promoteurs, des archis, etc. Donc gros travail pour embarquer tout ce monde. Vous avez souhaité, FH Construction a souhaité le témoignage de quelqu'un qui, lui, s'y est mis depuis un bon moment. Certains l'ont dit, d'autres l'ont fait. C'est notre dernière rubrique. Et l'invité auquel je faisais référence, c'est Gabriel Sibyl. Il devrait être en lien avec nous en visio. Du côté de Lyon, Gabriel Sibyl devrait être avec nous, disais-je, directeur aménagement et habitat durable Est Métropole Habitat. Est-ce que Gabriel est avec nous? Est-ce que vous êtes en mesure de m'envoyer un retour qui me permettrait non seulement de le visualiser, mais en plus d'échanger avec lui, puisqu'il nous reste encore 5 minutes? Il est là, hein, le bonheur est arrivé. Bonjour Gabriel, comment allez-vous? Bonjour à toutes et à tous. Alors j'étais en train de dire que vous étiez... Je vais très bien. J'étais en train de dire que vous étiez le directeur aménagement et habitat durable d'Est Métropole Habitat. 17 000 logements, 350 construits chaque année, 350 réhabilités. Vous êtes également enseignant à l'Université de Grenoble et vous dispensez un cours sur le réemploi. Et nul n'étant parfait, vous êtes archi, c'est ça? C'est ça. Donc, dans ma bouche, c'est un compliment. Vous l'avez bien compris. Alors, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les exemples concrets. Vous vous êtes engagé avec Est Métropole Habitat dans la démarche de réemploi il y a bien longtemps, il y a une dizaine d'années, c'est ça? C'est ça. Depuis 10 ans, on fait du réemploi dans tous nos projets. Aussi bien en aménagement que dans nos réhabilitations, dans les résidentialisations sur les grands ensembles, sur nos constructions neuves ou même dans le siège qu'on a construit. Là, je suis assis sur une chaise qui elle-même est posée sur des moquettes réemployées. Ah oui, et c'est confortable finalement, ça fonctionne bien. Ça marche très bien. Alors, ça n'est pas qu'une démarche militante, c'est une démarche aussi qui repose sur des constats et des observations très précises. Par exemple, vous dites, chacun d'entre nous fait du réemploi au quotidien, sauf le bâtiment. Et quand on en fait, on transmet des valeurs, des émotions positives, c'est-à-dire? Le constat qu'on fait, c'est que tous les bâtiments où on arrive à avoir des matériaux réemployés, les personnes se sentent mieux. En fait, les surfaces qu'on va livrer, les espaces sont beaucoup plus de texture. Ils prennent aussi une certaine profondeur qui vient toucher chacun d'entre nous. Et ça, c'est un moteur important, surtout quand on parle de logement social, mais pas que. Il y a 10 ans, à Villeurbanne, vous avez construit un lieu de vie pour sans-papiers, c'est ça? C'était dans une ancienne église. Et là, il y avait du réemploi déjà. C'est ça. Oui, là, on a conservé les pierres, vous en avez parlé tout à l'heure.
Et l'autre on soi, a- est-ce que vous pouvez nous parler de cette opération que vous avez baptisée l'autre soi? Donc ça, c'est une opération d'aménagement dans laquelle on a employé 19% des matériaux qui étaient issus de la démolition. Et ensuite, dans le bâtiment A sur l'autre soi, là vous le voyez sur les photos, on a réemployé par exemple des parquets, les coursives qui nous permettent de traverser les noues, les radiateurs, les fenêtres que vous voyez sur la gauche, qui sont des fenêtres en acier qu'on a requalifiées, réemployées. Voilà, on a mis à disposition les matériaux qui étaient présents dans le bâtiment A pour les habitants du reste du quartier. Donc, c'était aussi une démarche de réemploi qui était intéressante. Voilà, je pense que là, vous voyez peut-être sur les images qui passaient la qualité des espaces qui en découlent. Voilà, c'est une Et attention. l'ambiance et le climat aussi qui règne dans ces... C'est vécu comment par les utilisateurs? Vous nous dites qu'il se passe quelque chose, mais c'est vécu comment? Ça donne la banane à tout le monde. Mais oui. Comment dire, sont fiers de ce qu'ils font. Mhm. Et les usagers aussi. Vous nous avez donné, lorsqu'on s'est appelé pour un peu préparer cette intervention, vous avez donné des exemples. On démolit des logements à Villeurbanne et là, vous récupérez des parquets massifs, c'est ça? C'est ça, en fait, on a dû démolir 3 bars qui étaient dans un échangeur du périphérique. Et on a récupéré 100% des parquets en chaîne massif qu'on a fait reposer dans une résidence étudiante. Mais vous allez très très loin, hein. Vous récupérez, vous réemployez des enrobés, des barrières aussi. Oui. Vous rachetez, vous reprenez même des cuisines préfabriquées qui étaient prêtes à jeter. Expliquez-nous. Là, c'est un bailleur social qui nous a proposé de récupérer ces cuisines. Et donc, on va les poser dans l'un des bâtiments de l'autre soir. Et vous dites aussi qu'il est important que les utilisateurs voient qu'ils ne sont pas sur des matériaux neufs, mais déjà, qui ont déjà servi. Vous dites que c'est important qu'ils le voient. Pourquoi? C'est une bonne question. Je pense que ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça conforte chacun dans l'idée qu'on jette pas ce qu'on ne doit pas jeter et qu'on respecte les lieux et les personnes. Oui. Et vous allez lancer des opérations 100% réemploi? Non, aujourd'hui, on allait visiter une opération à Rennes qui a été faite sur le mode C2C, cradle to cradle, par un bailleur social. Et donc ça, c'est la prochaine étape pour nous, de dire qu'on, soit à travers du neuf ou du réemployable, nos nouvelles constructions soient 100% réemployables à terme. Alors vous qui mettez en place le réemploi de façon quasi culturelle au sein de votre organisme bailleur social, quels sont d'après vous les freins qu'il faut lever pour que cette démarche que vous avez puisse se diffuser davantage? Le principal frein, c'est ce qu'a évoqué Jean-Christophe, il faut énormément dialoguer avec les entreprises, avec les architectes et avec les usagers ou les gestionnaires. Je ne sais pas si vous avez vu sur les photos qui passaient tout à l'heure, mais quand on choisit de livrer des murs en béton cyclopéen brut en l'état, ça interpelle tout le monde. Donc il faut beaucoup communiquer pour que tout le monde se sente à l'aise. Donc je pense que ça c'est un frein. Nous, il n'y a pas de frein budgétaire, parce que le constat qu'on fait, c'est que c'est un surcoût qui est infime. Sur l'autre soir, le bâtiment A, c'est 0,4% de surcoût sur l'ensemble du budget, donc c'est symbolique. Ouais. Voilà, vous avez parlé d'assurance, pour l'instant, on n'a pas eu de problème, nous, de ce côté-là. Non? C'est-à-dire que vous êtes allé sur le réemploi de matériaux qui se prêtaient justement à des difficultés, ou alors vous avez assuré en restant sur des matériaux qu'on a évoqués, les WC, les porcelaines ou les céramiques plutôt? C'est ça, on est resté sur des matériaux qui ne posaient pas de problème. Sauf erreur de ma part, vous vous êtes aussi regroupé avec d'autres bailleurs sociaux pour avoir des expériences partagées, c'est ça? Aujourd'hui, grâce à FH, on va essayer les 3 offices publics de l'habitat de la métropole lyonnaise de mettre à disposition l'ensemble des sanitaires qui sont issus des démolitions ou des réhabilitations.
Bien. Vous avez suivi tous nos débats, toutes nos questions. Est-ce qu'il y a une réflexion qui vous a sauté aux yeux et aux oreilles comme étant un oubli de notre part, ou qu'est-ce que vous voulez ajouter? Un tout petit point, je pense que le réemploi, c'est la clé de voûte de la transition dans laquelle on est engagé. C'est comme un chasse-neige, ça tire tous les autres sujets. C'est-à-dire que quand dans une entreprise, vous arrivez à faire du réemploi, la question du biosourcé, du géosourcé, la performance environnementale, la consommation d'énergie, tout suit. Ben le message est passé. Merci mille fois de votre témoignage. On est pile poil dans les temps. Celles et ceux qui sont avec nous vont pouvoir aller déjeuner. Merci beaucoup Gabriel. Merci à Emmanuel Ledoux, Nicolas Volcker, Marie Massol, Jean-Christophe Terrier. Merci à vous qui étiez derrière nos écrans. Je crois qu'on a eu quelques petits faux départs avec quelques petites jingles ou vidéos, mais peu importe. J'espère que vous avez pu voir les photos que Gabriel nous a adressées, puisque nous, on n'a pas pu les voir en studio. On est un peu frustrés. Vous savez que vous avez un replay qui est prévu. Vous pourrez regarder et conseiller à d'autres de regarder cette émission. Nous, on vous donne rendez-vous pour une prochaine session, une prochaine saison même de Décarbonation. Merci à toutes et à tous.